Bagarre, bagarreuse, bonjour à tous, c'est Juji, bienvenue à la bagarre et aujourd'hui on reçoit pas un mais deux invités et pas de combattants mais des rôles très importants dans les sports de combat, le Cutman et je vais vous présenter Franck et Laurent. Comment ça va les gars? Salut, salut. Ça va bien, merci et toi? Top, ça va Laurent? Ça va, merci. Merci en tout cas de nous recevoir dans cette émission. Non bah top, ça Voilà. fait effectivement ça fait longtemps qu'on échangeait, qu'on voulait vous recevoir. Cutman, on va dire en deux mots en quoi ça consiste, on va retracer un peu votre parcours et surtout on va parler de la formation qui arrive début octobre sur Paris. À ne pas louper parce qu'il n'y en a pas beaucoup et c'est formation essentielle pour être bon et excellent dans son travail. Alors, je vais vous présenter. On commence par Franck, un peu ton parcours en trois mots et ce qui t'a poussé à devenir Cutman. Ouais, ça marche. Bah écoute, effectivement, je m'appelle Franck. Je suis Catman Pro depuis 8 ans déjà. Tout petit passif en boxe amateur, en tant que pratiquant. Et puis après, l'envie de rester dans ce sport avec voilà, de si belles valeurs parce que quand tu goûtes à la boxe, généralement, tu es piqué. Donc l'envie de rester dans ce sport, pas forcément en tant que coach, c'était pas un métier qui m'attirait, mais déjà passionné par tout ce qui était un petit peu anatomie et puis aussi prendre soin du combattant parce qu'on s'apercevait que finalement personne n'était là pour s'occuper d'eux. Là où tu peux avoir des staffs dans d'autres sports comme le foot, le rugby, etc. Bah, finalement, pour les sports de combat, des sports parmi les plus durs, il y avait personne. Donc tout ça m'a donné envie de faire ce métier-là, ce métier de cutman, et puis aussi inspiré par Laurent, hein, qui est là aussi pour en parler, il était déjà là, c'était l'un des rares, si ce n'est presque le seul, et on s'était déjà rencontrés depuis quelques années. Donc voilà, ça m'a aussi inspiré à faire mon propre chemin, mon propre parcours. Et puis bah, aujourd'hui, on est réunis, donc tu vois, finalement, la boucle est bouclée. Mais voilà, effectivement, il y avait plein de choses à faire dans ce métier. Il fallait vraiment le développer. Et c'était vraiment intéressant de le faire et épanouissant. Quand tu dis le développer, c'est le professionnaliser quelque part aussi. Ouais, en partie le professionnaliser et puis essayer ouais, de le développer. Donc, alors pas forcément le professionnaliser, puisque Laurent était professionnel dans ce qu'il faisait, mais Mhm. pouvoir apporter aussi. En fait, on peut pas soigner tout le monde forcément. Donc, le fait qu'il y ait quelqu'un de nouveau sur le marché permet à d'autres boxeurs d'être aussi un petit peu mieux entourés. Et puis ainsi de suite. Et aujourd'hui, le professionnaliser par le biais de la formation, dont on parlera tout à l'heure. Mais effectivement, il y avait besoin un petit peu de cadre et de mettre un peu plus de forme et puis surtout de s'y investir à 100% parce que souvent c'était une compétence un peu plus du coach alors qu'en fait on se rend compte que c'est vraiment un rôle à part entière et qu'il faut vraiment s'y investir à 300%, que ce soit dans les actions, dans les méthodes, dans le matériel et dans plein d'autres choses. Ouais, on va y revenir juste après. Laurent, petit parcours, petite présentation. Alors, effectivement, je vais essayer de faire court parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais voilà, le plus important, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, on a en tout cas fait tout ce qu'il fallait pour que ce métier soit reconnu en France, principalement parce qu'il faut vraiment dire que c'est un métier qui existe, on n'a rien inventé, qui Mm. existe depuis des lustres. C'est surtout un métier qui a été, qui a été comment dirais-je, beaucoup plus sur le côté anglophone à la base, les Américains principalement. Et effectivement, en France, on était un petit peu à la bourre. Alors moi, je vais me présenter avant de développer. Donc, je m'appelle Laurent, Laurent Boucher. Je suis à la base entraîneur avant d'être cutman. Ça fait 25 ans maintenant que j'entraîne, même si j'ai un peu réduit mon activité à ce niveau-là. Mais je me suis beaucoup plus perfectionné et orienté sur le métier de cutman que je fais depuis maintenant allez, 16 ans, 16, 17 ans. Alors, je sais jamais à chaque fois, c'est entre 15, 16, 17, le temps passe tellement vite. Mais en tout cas, en parallèle de mon métier d'entraîneur, effectivement, j'ai essayé de développer ce métier, enfin, en tout cas, de le faire à nouveau connaître en France. Il y a eu des cutman, très peu, mais il y en a eu en tout cas, comme Jean-Pierre Di Stefano, qui était le précurseur de ce métier-là. C'est là que c'est celui qui s'est fait, en tout cas, reconnaître en tant que tel en France, je précise bien. Et derrière ça, il n'y avait pas grand monde, quoi. Il y avait alors quelques entraîneurs aussi qui avaient cette casquette de cutman. Et voilà. Et moi, c'est en revenant finalement des États-Unis, parce que je travaillais en collaboration avec
avec Jean-Paul Mendy, dont j'étais l'entraîneur à ce moment-là, qui boxait souvent aux États-Unis et qui avait un manager qui vivait aux États-Unis et qui le faisait boxer. Donc c'est là où j'ai vu ce métier-là, que j'ai rencontré réellement ce métier-là, même si on le connaissait. Et je me suis dit, c'est extraordinaire. Pourquoi en France, on ne mettrait pas au bout du jour ce métier et que les teams, les boxeurs, les gens des sports de combat se disent à un moment donné, bah, on a des hommes qui sont là, qui sont des techniciens qui sont prêts à protéger nos boxeurs. Donc, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait connaître un peu, reconnaître plutôt ce métier. Et ça a bien fonctionné parce que quelques années plus tard, avec ma rencontre avec Franck Roméo, qui a fait que on s'est bien entendu, on a collaboré et on a pu mettre cette formation en place. Voilà. Alors, ça, c'est un résumé parce que je ne rentrerai pas trop dans les détails, sinon on va y passer 3 heures. Allez voir le compte Insta si vous voulez vraiment la genèse voilà, et le parcours de Laurent. Voilà. Et pour finir là-dessus, voilà, et avec Franck, c'est vrai que cette rencontre, elle a été primordiale. Alors moi, je voulais mettre en place cette formation depuis très longtemps, hein. Malheureusement, ça n'avait pas pu se faire à ce moment-là, très compliqué. Et c'est surtout quand je reviens des Jeux Olympiques de Rio où je me dis, là, c'est le moment ou jamais. Il faut qu'on me suive derrière. Et pas grand monde m'ont suivi. Le seul qui a été opérationnel et qui m'a dit, Laurent, vas-y, on ne laisse pas tomber. Moi, je suis là, on va mettre quelque chose en place ensemble. L'union fait la force, hein, comme on dit, et allons-y. Et je lui ai dit, vas-y, Franck. Hein. Ça a mis du temps, mais finalement, on s'est dit, allez, on va mettre le truc en place. Et puis, on regrette pas parce qu'aujourd'hui, on avance bien et on a quand même formé énormément de gens de terrain aujourd'hui, quoi. Donc, c'est super. Donc, tu as parlé de Rio, donc les Jeux Olympiques, où on a vu des Français sacrés champions olympiques. Là, tu étais t'accompagnais un boxeur en spécifique ou tu étais employé par les Jeux, par l'organisation? Alors moi, j'étais employé par la Fédération internationale qui s'appelait à l'époque l'IBA, l'AIBA, pardon, qui est devenue aujourd'hui l'IBA. Et moi, j'ai commencé à travailler avec eux en 2012. Alors déjà, à la base, c'était en tant que technicien qui allait mettre en place un livret, ce qu'ils appelaient le livret international du coach, où il y avait une partie Cutman, même si j'étais déjà coach à ce moment-là, hein, mais ils avaient besoin de développer, on va dire, cette profession au sein de l'AIBA. Et donc, en 2012, j'ai commencé à mettre en place à la maison mère de l'AIBA, donc en Suisse, à Lausanne, le manuel international des coachs. Et puis, de fil en aiguille, au moment où ils ont retiré les casques en boxe olympique, aujourd'hui, on dit boxe olympique, on ne dit pas boxe amateur. Avant, on disait boxe amateur. Maintenant, le terme a un peu changé. Et ils ont décidé, en tout cas, de mettre des cutman sur les organisations internationales, enfin, les compétitions internationales. Et donc, j'ai été le premier cutman de toute l'histoire de l'AIBA à travailler avec cette entité. Et j'ai commencé, d'ailleurs, la première compétition que j'ai faite avec eux, c'était les Jeux européens, les premiers Jeux européens. Alors, c'était en Azerbaïdjan, si mes souvenirs sont bons, à Bakou, et ça a été extraordinaire, quoi. Et après, finalement, de fil en aiguille, il y a eu des formations pour les coachs, et de fil en aiguille, ils ont intégré aussi également d'autres cutman dans les compétitions. C'est comme ça que ça a commencé, en fait, vraiment. Pour bien comprendre, là, avant d'entrer dans le détail du rôle du cutman ou du soigneur en français, est-ce que avoir un cutman dans son coin pour combattre, c'est obligatoire? Alors, à l'heure actuelle, en boxe anglaise, enfin, tout ce qui va être pied-point et anglaise, non, c'est pas obligatoire en tant que tel. Sur les compétitions de MMA, par contre, oui, dans les organisations, ils le mettent obligatoirement pour soigner les combattants. Mais sur tout ce qui va être pied-point, tout ce qui va fonctionner avec des teams et pas sous des organisations, c'est pas obligatoire. D'accord. Alors que le MMA est quand même plus jeune en France que les autres sports C'est de ça, combat. parce que ça s'est basé sur ce qui existait déjà à l'étranger et comme c'était déjà obligatoire à l'étranger, ils l'ont imposé comme ça en France aussi, quoi. Ok. Donc, le rôle du cutman, donc ça commence bien avant le combat, forcément. On voit les boxeurs qui font
le réchauffement qui se prépare et qui vont surtout se faire strapper les poings avant de mettre les gants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà votre rôle et cette partie-là du pré-combat? Alors moi, Bon. alors effectivement, aujourd'hui, c'est devenu essentiel. Mmh. On a besoin des services de ce spécialiste, hein, parce que c'est une spécialité, Mmh. soigner un combattant. Et c'est vrai que ça amène aussi un confort, que ça soit avant le combat, dans les vestiaires, que ça soit pendant le combat ou après le combat. C'est-à-dire que c'est un homme sur qui on va pouvoir compter, sur qui l'entraîneur va pouvoir compter principalement, et le libérer de ces tâches que lui-même faisait avant. C'est-à-dire Mmh. qu'avant, un entraîneur, comme moi je l'ai connu, vu que je suis entraîneur à la base, et effectivement, on n'avait pas de cutman, donc tu étais obligé de te démerder, quoi. C'est-à-dire que tu devais prodiguer tes conseils tout en soignant ton combattant. Et c'est compliqué parce que tu peux pas te concentrer sur deux choses à la fois. Mmh. C'est-à-dire que tu peux pas conseiller ton boxeur ou ton combattant et en même temps lui arrêter une hémorragie. Mmh. C'est compliqué de faire les deux. Alors on y arrive par la force des choses parce qu'il n'y avait pas le choix, mais ça devient compliqué. Donc à partir du moment où ces hommes ont pris la relève des soins, et ben, ça a quand même soulagé l'entraîneur et ça fait en sorte en tout cas que le combattant se sent déjà mieux entouré, qu'il y ait une personne qui soit dédiée à ça. Oui. Hein. Et c'est vrai que le vestiaire, alors il n'y a pas de blessure à ce moment-là, vu que le combat n'a pas commencé, Mmh. mais il y a plein de petites choses qu'il peut faire. Un cutman, il peut masser le combattant, il peut D'accord. lui préparer le visage avec la vasine, lui assouplir la peau pour qu'elle évite de craqueler et qu'il y ait des blessures plus importantes. Il peut forcément faire des bandages, même si c'est pas une obligation, parce que les entraîneurs aussi peuvent faire des bandages. Hein. Et souvent, et je finirai là-dessus, je laisserai Franck continuer, et souvent, c'est vrai que ça soulage l'entraîneur, ça soulage la pression de Mmh. l'entraîneur. Un entraîneur a aussi une pression, même titre qu'un boxeur, hein, dans les vestiaires. Hein. Donc, il y a le bandage. Des fois, c'est pas simple. Des fois, il a besoin aussi de souffler, de se Mmh. concentrer sur la tactique qui sera mise en place pendant le combat, et j'en passe. Donc, il est évident que cet homme-là, ce technicien, est important dans toutes les phases, en tout cas, de l'acheminement du vestiaire au combat et surtout après le combat. Je laisserai Franck continuer la suite parce qu'il a aussi beaucoup de choses à dire là-dessus. Ouais, non, mais comme Laurent le disait, c'est vrai que c'est quand même essentiel pour le combattant. Et puis pour revenir plus particulièrement sur les bandages, puisque c'est ce Oui. que tu évoquais, effectivement, comme Laurent l'a dit, ce n'est pas obligatoire. C'est pas une tâche qui est obligatoirement faite par le cutman. Ça peut aussi très bien être fait par le coach. Souvent, il y a des coachs qui aiment faire le bandage, qui Mmh. veulent garder ce petit moment un peu privilégié Mmh. qu'ils ont. Parfois même, dès qu'il y a un cutman dans l'équipe, voilà, ils sont un peu méchants là-dessus. Voilà, ils veulent pas qu'on leur vole ce moment-là. Mmh. Donc ça, c'est des choses aussi qu'il faut respecter. Mais comme Laurent l'a très bien dit, il y a aussi des coachs pour qui c'est un moment de pression. Voilà, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Il faut que ton combattant, ton boxeur, ta boxeuse soit bien dans le bandage. Parfois, c'est pas quelque chose qui les affectionne. Il y a des gens qui sont un peu plus manuels que d'autres. Donc, donc c'est pas voilà forcément un moment très agréable pour eux. Et le fait d'avoir un cutman dans l'équipe, eh ben effectivement, ça les soulage d'une pression quoi. Ils se disent c'est bon, il y a un cutman, il est là pour ça, le boulot va être bien fait et du coup voilà c'est leur moment à eux. Et puis pour le combattant aussi, c'est un petit moment de se dire bah tiens il y a mon cutman, mon spécialiste ou ma cutwoman hein, parce qu'il y a aussi également des Oui. femmes hein, Mmh. qui vient et voilà ça va être notre moment aussi à nous deux comme il pourrait l'avoir avec un préparateur mental sur Mmh. une petite phase de concentration, bah là, voilà, c'est le moment avec mon spécialiste des mains, des bandages, il va me faire mon bandage comme je veux, je vais être bien dedans, je vais me sentir bien. Et puis après, hop, next step, il passe à l'échauffement avec bah, du coup le coach. Tu vois, Mmh. en fait, chaque spécialiste dans chaque domaine, quoi. D'accord. Et effectivement, il y a cet instant des bandages qui est un peu sacralisé, parfois un peu trop aussi. Mais l'important, voilà, du bandage, c'est surtout de protéger la main du boxeur, parce qu'on Mmh. entend tout et n'importe quoi parfois. Donc, le rôle du bandage, c'est vraiment de protéger la main du boxeur, du combattant. Et voilà, après, on adapte en fonction des spécificités, surtout entre du kick, enfin,
il y a les bandages de Mouet qui sont encore à part, tu as les bandages d'anglaise, tu as les bandages de MMA. Donc là, c'est aussi au Cutman, quand il change de discipline, de devoir De s'adapter. s'adapter, quoi. Mais c'est vrai que voilà, maintenant, c'est un moment qui allez, à 80% est fait par un Cutman Mm. et c'est un petit, voilà, un moment qui est à part entière dans le boulot du Cutman. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a, donc tu disais, s'adapter à la morphologie, aux spécificités ou à la demande des boxeurs et des combattants. Donc, il y a différents types de bandages. C'est pas tout le temps les mêmes techniques. Est-ce qu'il y a, il y a Non. quoi? Il y a 2, 3 types de bandages ou ça va beaucoup plus dans la variété? Alors, tu as autant de types de bandages que de Cutman, puisqu'on a chacun nos petits, voilà, nos spécialités, nos Ok. façons de Donc, il n'y a faire. pas de règles, il n'y a pas de process vraiment. Après, si. Par contre, tu as un D'accord. règlement, tu as des Mm. règlements, tu as des bases. Pour faire simple, un bandage d'anglaise et de MMA, on n'aura déjà pas Mm. les mêmes quantités, puisque tu comprends bien D'accord. que voilà, dans un gant, on a beaucoup plus de place que dans des mitaines. Forcément. Déjà, en termes de quantité, on a des choses qui sont quand même totalement différentes. Est-ce Après, il y a aussi des qu'est-ce que ça représente comme ça pour avoir un peu un ordre d'idée? Qu'est-ce qu'il y a dans le bandage vraiment et qu'est-ce que ça représente en Alors, termes de quantité, justement? dans le bandage, tu as Mm. droit à deux matières. Ok. De la gaze, ce qu'on appelle, et Mm. du tape. C'est du ruban adhésif, en Ouais. fait. Mm. Et donc, tu as droit à ces deux matières. Et c'est surtout ces matières que tu vas adapter et que tu vas quantifier différemment entre de l'anglaise et du MMA. Sur D'accord. du MMA, dans le règlement, puisqu'il y a les Mm. règles, hein, le règlement professionnel de la FMMAF, c'est 10 mètres de ruban adhésif pour les deux mains. Et si je me trompe pas, c'est jusqu'à 30 mètres, je crois, 30 ou 40 mètres de gaz. Donc, ça D'accord. te laisse de quoi faire un Oui. renfort pour Mm. la tête des métacarpes, mais pas non plus quelque chose d'extra épais, quoi. Mm. Alors qu'en anglais, tu vas être moins limité, sachant qu'il y a plus de fédérations. Ouais, d'accord. Chaque fédération a un peu son règlement. D'ailleurs, parfois, c'est pas forcément spécifié. Et puis, en pratique, ils vont pas les couper et mesurer à la fin du combat. Tu Mm. vois, donc c'est souvent l'officiel qui juge si le bandage respecte les normes. Et globalement, en termes de quantité, tu seras jamais refusé sur un problème de quantité. C'est D'accord. plutôt le boxeur qui te dira là, c'est trop épais, et ce sera Mm. plus une question de feeling. Par contre, après, effectivement, il y a des règlements, et je pourrais laisser Laurent en parler, en termes de positionnement du tape. Et tu peux pas Mm. faire n'importe quoi, tu peux pas positionner certaines matières n'importe comment et n'importe où. Et c'est justement le débat qu'on avait D'accord. aussi l'autre fois sur certains combats où il y a des polémiques sur justement la position du tape. Et, euh, et Qui fait il y a des règlements. que les impacts sont plus durs, c'est ça? Non, pas Non? forcément. Pas D'accord. forcément. Au contraire, je peux laisser Laurent Ouais. te raconter ça, Ouais. mais pas forcément. Non, ça c'est beau. Il y a beaucoup de mœurs, hein, il y a beaucoup Bah oui. d'idées Oui, reçues en fait de autour des bandages, croyances. mais non, Mm. pas du tout, non. Non, mais ce qui va faire en fait un peu la différence, on va dire, du côté compact du point, on va dire, c'est quand on fait un bandage qui va renflouer dans sa totalité le gant, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'espace. C'est-à-dire que Mm. si on n'a pas de bandage, déjà, on a des risques de se blesser, hein, Oui. en sachant que des fois, dans les échanges, soit les mains, elles sont pas forcément fermées correctement, pardon, le boxeur visse mal le point, Oui, le ou poignet n'est soit, pas forcément aligné. tout à fait, pas forcément aligné, soit au moment où il va mettre un crochet, parce que c'est souvent là aussi où les accidents arrivent, le point n'a pas été vissé correctement par rapport au coup qu'il va donner, et forcément, ça va taper sur un endroit comme le pouce, par exemple, parce qu'il y a Mm. énormément. Ah, on a perdu Laurent. Petite perte de connexion. Ouais. Ouais, Je non, pense qu'il y a dire ouais, beaucoup de blessures au pouce, c'est ça? ouais, Ouais. effectivement, en fait, tu peux avoir plusieurs blessures et la tension du tape, tu vois, peut justement engendrer certaines blessures ou Laurent est de retour. Ouais, désolé, Je t'avais ça a perdu. coupé. Yes. Ouais, donc comme je disais, voilà, pour finir avec ça, voilà, soit le point est mal vissé, forcément, ça va se cibler sur le pouce. Et comme je disais, il y a énormément d'accidents à ce niveau-là, au niveau de l'articulation du pouce et même voire des fractures. Donc c'est vrai que le bandage, il est là plus pour protéger, on va dire, les parties bien définies du poing et du poignet, au niveau de l'articulation du poignet, au niveau de la tête des métacarpes qui peuvent casser très rapidement, se Mm. fêler même très rapidement. Donc c'est vrai que le bandage va faire en sorte de protéger. Il ne faut pas oublier que les points d'un combattant, c'est ses outils.
hein, comme on dit. Donc ces outils, c'est un peu comme tout, il faut les protéger, il faut les prendre soin, d'où l'importance de faire des bons bandages. Maintenant, il est vrai que ça n'empêche pas les blessures. Le bandage peut être fait parfaitement bien, mais il suffit justement que le coup arrive sur l'os le plus dur du corps, qui est le haut du crâne. À ce moment-là, avec un point mal vissé, bah forcément, la personne se blessera. Alors peut-être moindre si le bandage est bien fait, mais elle se blessera quand même. Mais il faut quand même faire en sorte, et ça, je reviens à ça souvent. Parce que en boxe, il y a des entraîneurs qui ne rentrent pas trop dans ces détails-là. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à son combattant, quand je dis des boxeurs, c'est dans les sports de combat en général, à combattant à bien fermer un point, à bien le visser au moment où il le donne, et pas le donner avec une position qui risquerait justement de faire en sorte qu'il se blesse. De bien cibler aussi, c'est important de bien cibler. Et ça, on n'en parle pas assez de ça. Et souvent, il y a des combattants qui ont des positions de points lorsqu'ils donnent le coup, ou qui font que justement, il va plus se blesser qu'un autre, parce qu'on ne l'aura pas forcément appris à visser son point comme il se doit. Et ça part de là à la base. C'est pas que le bandage, parce que souvent, on va crier au loup quand un combattant, par exemple, se blesse à la main, et on va dire, ouais, le bandage était mal fait. Oui, ça peut arriver, ça c'est clair. S'il est mal fait, il y a plus de risques. Mais c'est pas forcément ça. C'est pas parce qu'il a été mal fait. Des fois, c'est parce que justement, comme je le disais, le combattant a mal vissé son point à ce moment-là, au moment de l'impact. Donc, il faut faire très attention à ça. Il faut vraiment suivre ce concept jusqu'au bout pour que justement il y ait moins de blessures possibles. Mais comme on le dit souvent avec Franck, chacun a sa technicité, chacun a sa façon de faire. Les Américains ne vont pas faire le même bandage que nous, les Européens, on va faire. Les Russes, pareil. Les Anglais, pareil. On a tous cette petite technique en plus, en fonction du pays, du continent où on appartient. Et effectivement, voilà. Il n'y a pas de mauvais bandage, hein. Il n'y a que mauvais Cutman. Aussi. Top. Ça marche. Donc, on a vu le bandage essentiel, effectivement, la vaseline sur les arêtes du visage pour éviter que ça coupe et que la peau s'ouvre trop rapidement. Est-ce que avec donc vous faites de la boxe anglaise, du pied-point et maintenant aussi vous formez pour le MMA. Est-ce que le MMA ça a amené un autre type de soin en prévention par rapport à la boxe anglaise vu qu'on utilise coudes et genoux en plus? Alors globalement, amener un nouveau type de soin en prévention, ça serait des grands mots. Il y a quelques différences sur la forme, mais dans le fond, ça reste principalement la même chose, puisque une coupure sur l'arcade, qu'elle soit en MMA ou en anglaise, ça va être la même chose. Donc globalement, tu vas faire à peu près les mêmes gestes avec le même matériel, si ce n'est à quelques petites différences près, parce que c'est toujours des questions de règlement, hein, comme on le disait pour le bandage. Mais globalement, tu vas faire les mêmes interventions. Après, effectivement, il y a des petites spécificités. Tu vois, tu parlais de la vaseline qu'on met sur les arêtes. Effectivement, tu viens la mettre uniquement autour des yeux en MMA, là où en anglaise, tu peux venir vraiment hydrater tout le visage. En MMA, tu n'as pas le droit parce que sur les phases de lutte, de grappling, etc., et ben forcément, tu seras amené à glisser, par exemple. Donc voilà, tu vois, c'est ce genre de petites différences. Mais après, que tu mettes sur une arête en anglaise ou une arête en MMA, tu vas mettre ta vaseline de la même manière, tu vois. C'est-à-dire que le procédé, il change pas vraiment. C'est juste une question l'environnement est pas le même non plus. Tu vas pas travailler de la même manière dans un octogone que tu vas le travailler dans un coin autour d'un ring. Donc c'est ce genre de détail-là en fait qui va changer l'approche. Maintenant, pour l'aspect vraiment technique, ça reste les mêmes bases et les mêmes procédés. Ok. Donc là, le boxeur est prêt, il a ses gants, il a son bandage, il a sa vaseline. Il va rentrer donc sur le ring ou dans l'octogone. Il y a quelqu'un, donc surtout dans l'octogone, qui revérifie. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il vérifie. Vous allez peut-être nous éclairer. Donc, il vérifie qu'il a son protège-dents et sa coquille. Et il vérifie aussi si les bandages sont bien faits. C'est à ce moment-là qu'il regarde si non. Pas que les bandages sont bien faits. Non, parce qu'au moment où ils arrivent, ils ont principalement les gants qui sont déjà scellés avec le tape bleu ou rouge. Donc ça se fait en amont dans les vestiaires. Mais que ce soit en MMA ou dans les sports pieds-points, hein, c'est toujours dans le vestiaire après le bandage où c'est signé par un officiel. Donc c'est l'officiel qui vient attester de la validité du bandage pour voir si tu as bien respecté la position du tape,
que ton D'accord. bandage est bien conforme. C'est pour ça qu'ils viennent signer en fait dessus. Donc, elle Pour pas que tu signe pour puisses pas le rajouter de redéfaire matière. après. Ok. Voilà, pour pas que tu puisses rajouter de matière par-dessus, en fait. D'accord. Parce que souvent, les gens, ils signent, mais ils savent pas pourquoi. Tu viens Mm. signer pour éviter de remettre de la matière dessus, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que c'est signé, tu peux pas revenir le Ouais. remodifier. Donc là, il est homologué. Et ensuite, ils viennent sceller les gants, donc soit dans le vestiaire avec les gants d'anglaise ou même de MMA. Mm. Et après, par contre, c'est pas le cutman qui vérifie. Donc, en fait, il y a deux personnes qui interviennent au bord de l'octogone. Tu as Ouais. d'abord le cutman qui vient mettre la vaseline. Et Ouais. ensuite, tu as l'officiel qui vient checker protège-dents, etc., D'accord. coquille, qui vient palper, qui vient checker s'il n'est pas trop hydraté non plus, parce que voilà, on peut peut-être avoir mis des crèmes ou quoi que ce soit. Mais tu Ok. Donc, as, la deux palpation, personnes, ça mais c'est sert à pas le ça. C'est cutman. vraiment Ouais, l'hydratation qui vient. Ok. bah, D'accord. hydratation, et puis peut-être s'il n'y a pas d'autres objets, enfin, et puis ça fait partie d'un rituel, hein, on va pas se le Oui, oui, cacher oui. aussi. Il y a les caméras, Oui. ce qui met en avant un peu aussi le Mm. personnel. Voilà, il y a ce rituel de MMA, hein. C'est Mm. vraiment, c'est ça aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Donc Ah, voilà, puis, mais et puis il y a ce côté un ouais. peu dramatique, quoi, tu vois, dramatique de la cage, ces deux lions Mm, qui rentrent dans la cage, donc voilà, il faut voir que, bah, tu vois, c'est un peu ça. Et Mm. comme tu dis, vérifier, alors on les palpe dans le MMA comme si, Comme s'il y avait des objets qui pouvaient cacher, quoi. voilà, ouais, c'est ça. une arme dans sa poche, tu vois, c'est un peu ça. Est-ce qu'il n'y a pas peut-être une lame de rasoir cachée derrière son oreille? Ça peut être ça aussi. Mais je pense que c'est, comme tu disais, Franck, c'est ce côté un peu dramatique, quoi. C'est Ouah, les mecs, théâtral, ouais, un peu. cachent, quoi, tu vois. Il faut vérifier s'il n'y a pas une arme cachée quelque part. Et Ouais, c'est c'est la vrai que dernière c'est personne que tu vois avant de monter C'est dans ça. la cage, quoi. Mm. Alors que l'arbitre, tu vois, le fait en anglaise, mais il vient, il te demande coquille, protège-dents, il te montre, ok, machin, tu vois, c'est moins théâtralisé que c'est l'entrée clair. en MMA, mais c'est ce qui donne Ok, son charme aussi au truc, tu ça marche. Donc, on parlait En, des an- spécificités. en Oui, anglais, pardon, en anglais, ça se fait beaucoup plus dans les vestiaires, ça, hein. vois, aussi. d'accord. Le superviseur qui va dans le vestiaire, qui surveille les bandages, comme disait Franck, avec la partie adverse. Mm. Enfin, tout est plus dans les vestiaires finalement que Mm. avant le combat. Euh, D'accord. Par rapport au MMA, c'est vrai que c'est un peu différent. Le fonctionnement est complètement différent et c'est normal. C'est pas le même sport de toute manière. Mm. Oui, forcément. Donc, effectivement, le combat commence et vous intervenez après entre les rounds. Est-ce que pendant les rounds, vous regardez. Qu'est-ce que vous faites pendant les rounds? Est-ce que vous regardez le combat, comment la physionomie du combat avance, j'imagine? Pour savoir quel type de blessure vous allez apporter pendant la minute de repos, ou vous êtes concentré sur autre chose? Alors, On compte les points, on, hein. on ne peut être que Non, non, non. concentré sur son combattant, voir l'adversaire. Pourquoi? Parce qu'il faut le but du cutman, c'est de déceler très rapidement une blessure pour intervenir très rapidement. Ça veut dire que en anglaise, par exemple, c'est 3 minutes. S'il n'y a pas de blessure pendant les 2 premières minutes, les 2 minutes 30, il peut y en avoir une les 30 dernières secondes. Et c'est là où c'est plus compliqué à gérer parce qu'il faut être réactif à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément, en termes de produits qu'on va utiliser, hein, réglementaires, les préparer à l'avance. Parce que si on les prépare à l'avance, forcément, l'effet sera moindre. D'accord. Euh, donc, on est obligé de faire des fois dans l'instant. Et quand ça arrive en début de round, bah, c'est très facile parce qu'on anticipe tout. On sait que les 10 dernières secondes ou 20 dernières secondes, on va pouvoir préparer son matériel, on va pouvoir préparer ses produits très rapidement parce que la blessure est arrivée tôt dans le round. Si ça arrive sur les dernières secondes, c'est très compliqué. C'est pour ça que l'organisation d'un coin est très important. Et je ne parle pas de l'organisation entre l'entraîneur, le second et le cutman. Je parle de l'organisation du matériel qu'on a en bas du ring. Et il doit être disposé d'une certaine façon pour pouvoir éviter de perdre du temps. Si le matériel est espacé, ou on a le seau qui est là-bas, la pochette qui est là-bas et le truc qui est là-bas, on ne va pas pouvoir avoir ce temps de réaction-là. Donc, l'organisation est propice au cutman, hein, elle est très, très importante. Tout vient de l'organisation. Ça, c'est le premier point. Avant de commencer. Laurent, il veut pas. Ouais, le Moi, c'est un réseau, véritable, ça passe pas. arrêt au stand, quoi. C'est vraiment Ouais, la Formule 1. ouais, c'est ça. Ouais. Bah Mm. oui, oui, moi ça me Mm. parle en plus, ce Mm. que tu dis comme exemple, mais Mm. en fait, tout ce que Laurent dit en termes d'organisation, tu vois, ça comprend aussi, bah voilà. Mm. T'es de retour?
Ouais, je sais pas, c'est bizarre que ça coupe comme ça. Enfin bref, donc voilà, donc avant de pouvoir attaquer la blessure à proprement dit, ça c'est vrai que l'organisation d'un coin en termes de matériel est très importante à ce Mm. moment-là. Donc réactif. Ouais, donc ce que je Tu vois, disais à Franck, c'est vraiment c'est l'analogie avec la Formule 1 et l'arrêt au stand, où tout doit être millimétré et répété pour que ce soit naturel, avec ce bémol près que effectivement on peut pas anticiper une blessure qui arrive à 10 secondes de la fin d'un round. Donc on le rappelle, que ce soit en MMA ou en boxe, la coupure entre les rounds, c'est 1 minute. Mm. Donc vous vous entraînez, je pense, spécifiquement pour intervenir dans ce laps de temps. Et donc justement, quelles sont les différences entre boxe anglaise et MMA, sachant que MMA, on est dans un octogone, donc déjà pour intervenir, c'est peut-être moins évident ou plus évident, je sais. Effectivement, enfin, les méthodes la physionomie, l'environnement Mm. va être différent. Mm. Mais ça fait partie de l'organisation, en fait. Tu vois, tout ça, Mm. c'est juste une suite, en fait. C'est-à-dire que, comme Laurent le disait, plus tu es organisé, plus tu seras rapide. Donc, plus Mm. tu vas optimiser cette minute de repos, parce qu'une Mm. minute, ça peut passer très rapidement. On dit 1 minute, mais on sait très bien en pratique que le temps que le combattant Bah oui. rejoigne Mm. soit le coin du ring ou soit aille dans le bon côté de l'octogone, tu vas pas vraiment travailler sur 1 minute. Ouais. D'où l'intérêt d'être bien organisé. Et c'est Mm. pour ça que tu vois beaucoup les cutman avec des brassards. Les brassards, ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour avoir du matériel à disposition Mm. rapidement en cas de besoin. Donc, donc si tu arrives et que tu as déjà analysé un petit peu la blessure, que tu as eu le temps de choisir ton matériel, déjà tu vas être beaucoup plus efficace. Donc, dans l'octogone, bah, effectivement, il va falloir rentrer dedans, aller rejoindre ton combattant. La physionomie peut être un peu différente. Parfois, certains restent debout, parfois ils s'assoient. Tu as vu certains, des fois, ils récupèrent un peu comme ça, posé sur la cage. Ouais. Donc là, c'est au cutman vraiment de s'adapter et des fois, D'accord. soit de le repositionner, mais c'est pas évident. Il y a une interaction qui est pas évidente. Alors que c'est vrai qu'en pied-point ou en anglaise, bon, généralement, le boxeur, la boxeuse va s'asseoir. Mm. S'ils préfèrent rester debout, on leur dit quand même qu'en cas de blessure, on préférera qu'ils s'assoient pour D'accord. avoir plus de praticité et Mm. être plus efficace dans l'intervention. Et là, tu vas travailler pendant 30 à 40 secondes, tout en sachant qu'après, il faut quitter forcément Ouais. l'air de, Mm. de Bon, de combat. combat, ouais. Donc, tu as un peu plus de temps dans le MMA, le temps de sortir de la cage. Voilà, ils prennent un peu leurs précautions. Bon, dans le ring, ça peut aller vite fait, hein. Tu ressors des cordes, tu Oui. redescends. Mm. Ça peut se passer très rapidement. Mais effectivement, ça part aussi de l'organisation. C'est sûr que si tu es mal organisé, tu vas avoir plus de temps d'intervention. Mais après, globalement, il y a certaines différences dans l'environnement. Mais voilà, une fois que Mm. tu es face à ton boxeur, ton combattant, tu vas intervenir plus ou moins de la même manière. Après, la différence, c'est que quand tu travailles en équipe, tu as pu te mettre au point avec le coach et éventuellement le second pour D'accord. savoir qui va faire quoi et pas te gêner. Alors qu'en MMA, tu connais pas forcément les coachs et les coins avec qui tu vas travailler. Ça peut être des étrangers, ça peut être vraiment n'importe qui. D'accord. Ok. Donc, tu vois, tu n'auras pas ce moment, ce petit Mm. briefing où tu vas pouvoir dire, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Donc, le cutman, voilà, il reste toujours vraiment très isolé sur les soins. Parfois, il peut y avoir des interactions qui sont un peu plus compliquées en MMA, même si généralement les coachs savent que ça fait partie du staff, donc ils lui Ouais. laissent le champ libre, tu vois. Mm. En anglais, c'est différent, mais comme tu as pu faire ce briefing, puisque tu es vraiment engagé par l'équipe, hein, par le boxeur, donc tu fais partie Mm. intégrante de l'équipe, tu as eu ce petit briefing, donc tu connais un peu le fonctionnement du coin. Donc voilà, dans les deux Mm. cas de figure, il peut y avoir des couacs, mais dans les deux cas de figure, ça peut aussi très bien se passer. D'accord. Ouais. Alors moi, je voudrais ajouter une chose. Alors après, avec le temps, alors même si on a toujours cette appréhension, mais il y a déjà une chose qu'il faut vraiment maîtriser, c'est le stress finalement. Oui. Et puis éviter de se dire, est-ce que je vais réussir à soigner? Est-ce que je vais réussir à colmater l'hémorragie? Est-ce que je vais réussir ça? Ce qui est difficile dans le haut niveau, c'est que souvent ce sont des combats, que ce soit en MMA ou en anglaise ou autre, c'est des combats qui sont télévisés souvent, Mm. sur des grosses chaînes, et tout est visible. Voilà, donc si tu fais la moindre erreur, c'est très très compliqué. Mm. Le stress, c'est très difficile à gérer. Il faut pouvoir être concentré au maximum pour pouvoir être efficace. Le stress peut nous faire beaucoup de bêtises. Mm. Alors, au début, c'est clair qu'on a ce stress-là qui est très, très élevé. Et au fur et à mesure de l'expérience, au fur et à mesure des combats que tu as réussi aussi à soigner, parce que c'est glorifiant de savoir que tu as réussi à soigner, et ben, tu prends la confiance et puis tu arrives après à maîtriser ce stress. Moi, je sais que je l'ai toujours et je veux le garder, ce stress-là. Et là où ça m'a appris à le contrôler,
ça a été en boxe olympique, justement, sur les gros tournois que j'ai pu faire. Tu vas être obligé de compléter encore, Franck. Ouais, non, mais l'exemple, alors je vais pas lui voler l'exemple, hein, mais c'est pour enchaîner. L'exemple dont il parle, c'est quand il a dû soigner un boxeur, alors je crois que c'était un Cubain, hein. En fait, pendant les JO, c'était exceptionnel. Oui. Voilà, il est là. Désolé, j'ai une coupure qui est là toutes les 20 Non, mais secondes. Franck Ah, mais te seconde très bien, il voit de quoi tu J'allais parles. parler de l'exemple des JO, donc tu souhaites Ouais, voilà. Donc, parler. oui, je finis là-dessus. Donc, oui, effectivement, par exemple, c'est là où tu comprends que le stress, tu es obligé de le contrôler parce que si tu ne le contrôles pas, donc déjà, tu vas faire des erreurs, tu vas peut-être pas prendre le bon matos qu'il te faudra pour arrêter l'hémorragie ou faire en sorte, en tout cas, de diminuer un hématome et surtout que tu n'as pas forcément le temps. Et au jeu, par exemple, hein, comme sur toutes les compétitions de la IBA, qui sont des grosses compétitions, les qualifs olympiques et j'en passe, et tout s'arrête parce que tu travailles sur une blessure pendant le combat et pas la minute de repos. Et c'est ça qui est fou, c'est que l'arbitre, à un moment donné, va stopper le combat, va envoyer le combattant blessé au médecin, et c'est le médecin qui va décider à savoir si le cutman intervient à ce moment-là. Donc, il te fait intervenir ou pas. Et lorsqu'il te fait intervenir, c'est dans l'instant. Et tout s'arrête et tu as tous les spectateurs, des fois par centaines, qui sont là, regarde ce que tu fais finalement. Ouais, là, c'est stress maximum, quoi. Ouais, là. Ça, c'est le stress maximum parce que, en plus, tu as le fait que tu as le petit truc qui fait tac, tac. C'est-à-dire qu'il y a 15 secondes qui sont passées, tac, tac. Ah oui, ah là là. Ah oui. Et plus tu avances dans les secondes, plus tu es dans un stress de ouf. Et moi, je me suis vu trembler. Alors, peut-être qu'on ne l'a pas vu, c'est moi qui me voyais trembler des fois, au moment où je faisais mon point de compression. Mais Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a énormément aidé après dans la suite de ma carrière, en tout cas, même si j'avais déjà une grosse expérience avant. Mais c'est ce qui m'a amené le petit plus à éviter à pouvoir faire les choses dans la tranquillité et en même temps être très rapide. Mais en même temps, ne pas perdre mon temps non plus. Et ça, c'est fou. Et au fur et à mesure, hein, Franck, tu as pu le constater, même sur tous les combats que tu as pu faire, plus tu vas en faire, plus tu vas avoir quand même ce stress, mais plus tu vas contrôler tes mouvements, en fait. C'est les mouvements qui sont importants. Il faut pouvoir les positionner au bon moment. Ouais, ça va avec, hein, forcément. Plus t'en fais, plus tu prends de l'expérience, donc plus tu le gères. Après, en fait, je pense que chacun est différent. Faut aller chercher la maîtrise du stress là où toi va être confortable. Tu vois, Laurent disait, bah moi, je veux le garder parce que ça le pousse à se dépasser, à bien faire. Moi aussi, je sais que j'aime bien le garder parce que ça me pousse à m'impliquer, alors qu'il y en a qui aiment bien l'évacuer parce que ils vont être meilleurs quand il y a plus de stress. Moi, j'aime bien aussi cette espèce. Alors, c'est vrai plus calqué sur l'anglaise où tu es avec une team, tu connais le boxeur, tu as des liens qui se créent quand tu as des boxeurs avec qui tu travailles depuis des années, tu as vraiment des liens, quoi. Et à ce moment-là, déjà, c'est une personne, bah, souvent que tu affectionnes, qui est blessée, déjà, lorsqu'elle pratique son sport. Donc, tu as envie forcément de lui venir en aide. Et en plus, elle s'en remet à toi, parce qu'à ce moment-là, ça fait des années que tu as à ses côtés. Et du coup, bah voilà, à ce moment-là, il va falloir être bon pour le boxeur avec qui tu travailles et il va falloir lui venir en aide parce que lui derrière il y a des années et des années de sacrifices. Donc tu vois, quand tu fais remonter un peu des fois cette empathie là, moi je sais que ça m'aide voilà à vouloir bien faire pour le boxeur et du coup ça me coupe en fait de tout l'environnement, qu'il y ait 5 000, 10 000, 40 000 personnes, des caméras, pas de caméras. En fait non, il y a le boxeur avec qui tu travailles et voilà, il y a des liens, tu es en team, tu as envie de bien faire pour lui quoi. Et du coup, bah, en fait, je travaille plus pour lui, pour elle, pour lui, que pour voilà le reste. Du coup, tout Ouais, disparaît. t'occultes un Mais je peu pense que tout le reste. ouais, voilà. Mais après, chacun, je pense, le gère différemment, hein. Je pense qu'il y en a que ça peut peut-être aider d'avoir plein de plein de spectateurs concentrés sur eux. Ça doit peut-être les galvaniser. Je pense que chacun a son petit truc en vrai. Et puis, c'est vrai que c'est des choses que tu travailles avec le temps, quoi. D'accord. Est-ce Après, que c'est quelque chose que vous travaillez aussi dans la formation, justement? Pour mais faire un alors, moi, parallèle et on va parler après. pour finir là-dessus, après, ça dépend aussi de la team avec laquelle tu travailles. D'accord? Il y a des teams qui sont très mal organisées, même si avant l'événement, on en discute avec la team, comme je crois que tu le précisais tout à l'heure, Franck. On en discute pour savoir qui va faire quoi et comment on va fonctionner à 3 ou à 4. Malgré ça, des fois, ça ne fonctionne pas. Et si tu es dans une team désorganisée, pas ordonnée et qui finalement n'a rien entendu de ce que vous avez pu faire sur la réunion d'avant, ben là, ça devient une vraie galère. Et c'est là où, même si tu n'es pas stressé ou même si
tu es dans ton rôle et dans ta vision, avec tes œillères pour ne pas voir ce qui se passe à côté et pour être efficace, ben là, effectivement, ça peut être un vrai bordel. Et ça peut t'empêcher de faire le travail correctement. Et ça, il faut le souligner. Il y a des teams qui, des fois, se disent professionnels, mais qui ne sont pas du tout professionnels. Et ça, il faut le dire. Et à un moment donné, qui n'écoutent même rien à ce qu'on leur dit. Donc, il faut aussi faire la part des choses et que chacun y mette du sien. Parce que finalement, la vraie réalité dans tout ça, et j'arrête pas de le dire et on n'arrête pas de le dire, c'est le combattant, c'est lui le c'est lui le patron, il allait dire. Parce que c'est vrai que c'est lui le patron. Tu vois, c'est nous, on insiste beaucoup là-dessus sur la formation. C'est lui l'élément essentiel. C'est le patron, c'est le combattant. Après, il y a un respect aussi avec le coach, mais c'est vrai qu'on est tous là pour le combattant. Et parfois, le combattant, il n'est pas forcément lucide pendant le déroulé du combat, quoi. Je veux dire, c'est lui le patron, c'est lui la personne clé. Mais c'est vrai que le rôle du cutman, comme il disait, s'appuyer sur quelqu'un de confiance, c'est essentiel parce que quand on est dans le combat, on n'a pas la lucidité pour pouvoir intervenir, je pense. Ouais, bah c'est ce que disait Laurent, hein, que le combattant, c'est vraiment lui le patron. Après, effectivement, comme tu le dis, des fois, il peut manquer de lucidité. Et c'est là où le coin doit être bien organisé. Hein. Ok. Parce que, comme disait Laurent, parfois, c'est pas des questions de stress, c'est des questions d'organisation. Il y a vraiment côté médecin urgentiste, quoi. En tant que. C'est dans l'urgence. C'est clairement dans l'urgence. T'as moins d'1 minute. Donc, pour faire des fois des soins qui sont pas réalisables. Aujourd'hui, tu vas pour un enseignement donné aux urgences, ils vont pas te dire de pincer 30 secondes. c'est 30 secondes, tu vois, ils vont dire c'est UBS, tu peux pas, quoi. Je veux dire, ça ne marche pas. Mais nous, t'as pas beaucoup plus. Donc, il faudra faire dans l'urgence. On n'a pas le choix. Il y a trois, je pense qu'il y a trois gros types de blessures. Donc, il y a l'hématome qu'on voit beaucoup sur l'œil qui gonfle et qui devient après, qui empêche la vision du boxeur. Il y a la coupure, je pense, qui est aussi, selon la gravité et le saignement, qui peut faire arrêter un combat. Et il y a effectivement l'hémorragie nasale qui est souvent le cas, beaucoup en boxe. Moi, je repense à des images de combattants de MMA qui font, alors je pense qu'ils n'avaient pas beaucoup de conseils ou de cutman, qui ont une hémorragie nasale et qui essayent justement de la dégager en soufflant dans le nez et qui remonte à l'œil et qui fait gonfler l'œil. Ça, c'est le truc à pas faire, j'imagine. Bah effectivement, c'est ce qu'on dit en formation, il faut éviter. Souvent, on nous demande faut se moucher, pas se moucher. Effectivement, c'est pas quelque chose qu'on préconise parce que, comme tu l'as dit, ça peut venir, s'il y a en plus fissure ou fracture au niveau du plancher orbital, ça peut vraiment remonter dans l'œil. D'accord. Du coup, tu peux avoir des dégâts vraiment irréversibles sur les yeux. C'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qu'on va préconiser, surtout si c'est un combat qui est engagé, où il y a eu beaucoup de coups. On leur dit jamais de se moucher. Après, tu as des combattants qui le font par réflexe. Oui, c'est ça. Tu vois, ils sont là, ils y pensent pas forcément, boum, ils se mouchent. Et là, les dégâts sont là. Et on a des personnes, nous, en formation, qui nous le racontent, qui l'ont vécu. Donc, effectivement, nous, dans le process, on va pas leur dire de se moucher. Après, c'est différent. Tu as un petit boxeur, même un éducatif, il a pris 2-3 coups, il a jamais fait de boxe. Tu vois, il saigne un peu, tu peux le faire se moucher une fois pour éventuellement sortir, comme on l'explique, les petits caillots sanguins. Et du coup, là, voilà, ça va aider aussi après à résorber le saignement. Mais il y a toujours, il faut analyser en fait le contexte. Il y a toujours une question de contexte, quoi. Donc non, sur les hémorragies nasales, effectivement, il y a d'autres choses à faire que de se moucher. Moi, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. Et effectivement, après, ça dépend de l'état du combat en lui-même. Je veux dire, si il y a des engagements très violents, des coups portés de plein fouet, effectivement, là, on peut, et surtout, faire en sorte, enfin, c'est pas faire en sorte, demander au boxeur de ne pas se moucher, ça c'est sûr. S'il a juste reçu un petit coup sur le round et qu'il n'y a pas eu d'engagement plus que ça, normalement, il n'y a pas forcément de risque. Il pourra peut-être se moucher parce qu'il a peut-être besoin de sortir ce qu'il a dans le nez. Après, ça dépend du contexte. Voilà, comme disait Franck, ça dépend de ce qui se passe sur le combat en lui-même. C'est quand le combat devient dur qu'il faut faire très attention. Oui, c'est ça. Et est-ce que justement le cutman peut décider de lui-même de se dire c'est trop risqué pour mon combattant, on arrête là le combat? Comment ça se passe quand vous constatez vraiment qu'une blessure est trop risquée et que ça peut mettre en danger le combattant? Après, on prend encore une fois, et on le dit en formation avec Franck régulièrement, je
veux dire, on n'est pas non plus le chef d'orchestre dans le coin. Le chef d'orchestre, c'est l'entraîneur. Hein. C'est l'entraîneur qui prend toutes les responsabilités et qui prend toutes les décisions. Nous, on est juste là pour dire, voilà, je pense que j'ai décelé qu'il y avait une fracture du plancher orbital, je pense qu'il y a une fracture du nez, je pense peut-être qu'il y a un problème au niveau de la mâchoire. Là, on peut le signaler à l'entraîneur et lui dire, après, c'est lui qui prend sa décision. Le but, c'est quoi? C'est d'un cutman, c'est d'arrêter les hémorragies, finalement. C'est tout. D'arrêter les hémorragies pour éviter que le boxeur aille, enfin, que l'arbitre demande au boxeur d'aller voir le médecin et qu'il y ait un arrêt à ce moment-là. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sang visible, de faire en sorte que le combattant, quand il repart au combat, il soit propre comme un sous-neuf. C'est ça l'objectif, hein, finalement. Mais en même temps, et je finirai là, encore la petite coupure. Ouais. Là, du coup, j'enchaîne. Après, tu vois, quand il y a cette question-là, est-ce que c'est le cutman? On parle de ça comme si c'était quelque chose d'isolé. Comme si à ce moment-là, il y avait le cutman, la blessure et notre décision. Mais ça se passe pas comme ça. Comme Laurent l'a dit, il y a le coach, d'accord? C'est l'arbitre. Déjà, à la base, c'est qui arrête le combat? Déjà, c'est l'arbitre, d'accord? Donc, soit c'est sur avis médical du médecin, soit c'est éventuellement parce que le médecin vient dans le coin et donne l'avis, un avis négatif à l'arbitre, d'accord? Mais c'est jamais quelque chose d'isolé. Il y a toujours aussi le feeling du boxeur. Parfois, c'est le boxeur qui le sent pas parce qu'il va te donner des informations qui font que, voilà, il va pas falloir continuer le combat, même si le boxeur veut toujours continuer. Mais par les informations, des fois, voilà, il y a aussi des boxeurs qui arrivent à garder un peu de lucidité. Il y a le coach, il y a le cutman, tu vois, c'est pas quelque chose d'isolé, genre le cutman, la blessure, et il décide ou il décide pas, tu vois. Il y a des enjeux. Tu vois, il y a plein de choses. Moi, je vais prendre un exemple, on prend souvent la blessure de Badou Jack, où il finit avec 27 points de suture au niveau du front. Et ben voilà, si tu interroges le cutman, il va te dire, bah oui, moi, ça aurait été que moi, je l'aurais arrêté parce qu'il a lutté pendant tout le combat. C'était une blessure vraiment atroce. Au final, le coin a décidé de pas l'arrêter et il perd au point. Donc tu te dis, est-ce que finalement, fallait pas l'arrêter? Mais il y a des enjeux, c'était son promoteur, tu vois. C'est jamais quelque chose d'isolé, en fait. On peut jamais dire le cutman, il décide ou il décide pas. Non, déjà, il décide pas. C'est toujours une décision collégiale. Et voilà, il y a plein de choses à prendre en compte, mais notamment le coach. Et c'est quelque chose qui se prend, voilà, avec l'équipe, quoi. Et en MMA, pareil. En MMA, c'est surtout le médecin qui vient, qui rentre et qui donne souvent, c'est le médecin qui donne l'avis à l'arbitre, hein. C'est jamais le cutman qui parle à l'arbitre, déjà, tu vois. C'est toujours le médecin. Dès que la blessure devient trop importante, c'est le médecin. Et puis, le cutman, il est aussi dans une espèce de bagarre avec la blessure, tu vois, sur les coupures, etc. Donc, lui, il a aussi toujours tendance à vouloir essayer de réussir. Des fois, peu importe la blessure, il est quand même là pour avoir une espèce d'efficacité. Donc, tu vois, c'est toujours un ensemble de choses. Et cette question-là, elle peut jamais être isolée, en fait. De toute manière, le cutman, il a juste son avis à donner sur l'état du combattant. La plupart du temps, c'est l'entraîneur qui est devant le boxeur, enfin le combattant, c'est surtout lui. Le cutman ne rentre à l'intérieur du ring. Alors en MMA, c'est un peu différent en termes de positionnement, c'est plus simple, mais en tout cas en boxe anglaise, il rentre uniquement lorsqu'il y a des grosses blessures et quand il faut faire un travail de fourmi, si on peut dire ça comme ça, et rentrer dans une guerre avec la blessure. Comme je dis souvent, il y a deux guerres, hein. Il y a la guerre du combattant avec son adversaire, et puis il y a la guerre du cutman avec la blessure. Et c'est vrai que, voilà, et c'est ce qu'on dit en formation, parce qu'on ne veut pas, et ça on l'a vu, Franck, plusieurs fois, sur des cutman qui se prennent pour des chirurgiens, quoi. Des chirurgiens ou qui se prennent pour quoi d'autre. Nous sommes juste des mecs de l'ombre. Nous sommes payés pour faire un travail précis et ça s'arrête là. C'est ça notre taf. C'est d'être précis dans ce qu'on fait, mais de laisser l'entraîneur et le combattant faire son travail. Voilà. C'est les pièces importantes de ce puzzle-là, c'est les deux, là, le binôme, l'entraîneur et le combattant. Mais quand même, le rôle du cutman est important, même si c'est un travail de l'ombre. Bien sûr. Sur la formation, messieurs, donc du coup, formation qui se déroule, donc il y en a une fin septembre, début octobre, je crois. C'est ça, ce week-end-là qui arrive. Oui, ce week-end qui arrive. Et il y en a une le 7-8 octobre, donc sur Paris. Donc le contenu de la formation, qui peut y participer et quels sont les débouchés derrière? Je vous laisse présenter un peu le contexte. Je vais laisser.
Ouais, qui peut y participer? Alors, on aura envie de dire tout le monde. Bon, bien sûr, faut être majeur, d'accord? Oui. Faut de Euh, l'appétence pour le sang quand faut... même. Comment? Faut pas avoir peur du sang. Ouais, bah oui, effectivement, faut pas avoir peur du sang, sinon ça va être compliqué. Euh, mais voilà, après, il faut au moins avoir passé une attestation de secourisme, d'accord? D'accord. Soit via un diplôme de coach, soit parce que tu es infirmier, médecin, etc. Parce qu'on a aussi des professionnels de santé qui viennent à nos formations. Mais il Ok. n'y a pas de condition de licence pour participer à la formation. Tu n'es pas obligé d'être licencié à la fédé de boxe, MMA, de kick, etc. pour venir. Après, dans les faits, forcément, pour pratiquer, bah, il faudra prendre une licence dans une des fédés pour pratiquer ce métier-là en compétition. Il faut aussi D'accord. noter que certains viennent uniquement pour pratiquer dans les clubs, tu vois, parce qu'ils veulent être quelqu'un, une assistance au sein du club pour soigner lors des mises de gants, voilà, on sait qu'il y a énormément de blessures dans les Mhm. entraînements. Donc le cutman, il peut aussi avoir un rôle à jouer à l'entraînement dans les salles. Donc voilà, même si l'adrénaline du combat, voilà, rien ne remplace ça. Oui, oui. Mais je veux dire, on a quelques cutman qui ont peut-être jamais pris de licence pour aller faire de la compétition et qui se satisfont de leur rôle en club. Donc accessible à tout le monde. Il y avait quoi d'autre comme question? Tu voulais Après, son niveau, etc. ouais, on parlait rapidement du contenu de la formation. Donc, ça se déroule sur 2 jours. Qu'est-ce qu'on y Ça. apprend? Est-ce qu'il y a des modules après complémentaires une fois qu'on a fait ces 2 jours? Alors 2 jours, bloc théorie, bloc pratique, d'accord, Hmm. qu'on mixe, un peu plus de théorie sur le premier jour, toujours des entraînements pratiques pour vite mettre en place tout ce qu'on a vu, parce que mine de rien, il y a quand même énormément de théorie à voir. D'accord. On fait pas de théorie pour la théorie, on fait de la théorie Oui. pour comprendre et Mm. pour expliquer pourquoi on va faire tel ou tel geste, pourquoi on va Hmm. utiliser telle ou telle matière, parce qu'il y a trop de mimétisme. Mais le mimétisme, ça sert à rien si tu sais pas pourquoi tu fais Oui. certains gestes, en fait. Pourquoi tu vas utiliser ça plutôt que ça. Et puis, ça permet, voilà, aussi aux gens de se dire, ah, effectivement, j'ai un éventail d'outils, je peux utiliser ça, mais dans tel cas de figure, je peux utiliser ça. Donc, cet élément, et puis aussi un peu de savoir-être du cutman, on l'a dit, c'est un métier de l'ombre, on peut pas tout faire. Donc, tu vois, il y a aussi une partie sur le cutman vraiment intrinsèque, liée vraiment au cutman. Donc, des entraînements. Et ensuite, on a donc 3 évaluations, 3 critères d'évaluation, un QCM sur la Hmm. partie théorique, un examen de soins pour une simulation de soins et les bandages dont on a parlé tout à l'heure. D'accord. Et avec ces trois critères d'évaluation, tu peux obtenir du coup le diplôme de la FCN. Et Ok. ensuite, derrière, pouvoir pratiquer lors des compétitions officielles avec un livret de suivi qu'on a mis en place volontairement pour tracer un peu comme un passeport que tu peux avoir pour un combattant Hmm. avec toutes les expériences. On a mis en place la même chose pour les cutman. Ok, très bien. Cette formation, elle est payante? Bien sûr. C'est quoi les tarifs? Est-ce qu'il y a plusieurs formules? Donc le tarif, il est de 500 euros plus 50 euros de frais de dossier. D'accord. D'accord. Aujourd'hui, on a l'éligibilité pour un paiement en 3 fois sans frais. Donc, Ok. c'est quelque chose qu'on a voulu mettre en place Ouais. pour justement permettre d'avoir un coût initial, en fait, d'accès à la formation beaucoup moins élevé que le Bah coût oui, oui. total. Hmm. Et ensuite, derrière, bah, tu as des cutman qui, derrière, mettent vite le pied à l'étrier, en fait, parce qu'ils sortent de formation, ils sont motivés et ils Hmm. arrivent tout de suite à faire quelques événements. Donc, en fait, finalement, ils amortissent presque Oui, déjà c'est vite le remboursé, prix de quoi. la formation. Ouais. Hmm. Hmm. Alors moi, je vais compléter ce que dit Franck. Finalement, il ne faut pas oublier que à partir du moment où on réussit à avoir son diplôme, déjà, il faut pouvoir réussir à l'avoir. Hmm. C'est pas toujours évident. C'est une formation qui est quand même accélérée. Hein. C'est pas, Oui. c'est-à-dire Hmm. que c'est une formation qu'on pourrait faire en 4 jours finalement, mais on l'a concentrée. En fait, pourquoi on l'a concentrée? Il y a une chose qu'il faut pas oublier, c'est que la plupart des gens qui viennent à notre formation sont des gens qui travaillent dans les sports de combat, qui sont D'accord. entraîneurs souvent, qui gravitent autour des sports de combat. Et souvent, il y a des compétitions, il y a des périodes de compétition, des Hmm. périodes de déplacement, etc. Donc, on essaye au maximum de faire en sorte que la formation soit très intéressante, Hmm. ludique et en même temps très concentrée. Mais ça ne fait pas que les gens qui ont eu leur diplôme continuent à un moment donné À à se être former, encore quoi. stagiaires, à être encore des cutman apprentis. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur diplôme et derrière, ça devient des cutman internationaux et qui font des championnats du monde. Non, il faut qu'ils apprennent leur métier, il faut qu'ils fassent du terrain. Il faut qu'ils puissent assimiler, emmagasiner une grosse expérience pour que demain, ils puissent faire des gros combats. Donc, Hmm. le stagiaire qui sort de notre formation est encore dans l'apprentissage
Et c'est pour ça que je précise ce que Franck disait tout à l'heure, on a mis ce livret en place parce que ça nous permet de suivre aussi ce que les gens font, d'accord? Et ça leur permet derrière de prouver qu'ils ont fait tel ou tel événement et que ça leur a amené de l'expérience. Donc ça, c'est important à le dire. Et j'aimerais revenir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que dans notre formation, déjà, on a des gens qui viennent de toute l'Europe, hein, qui viennent enfin, de toute l'Europe, je m'entends, des pays en tout cas francophones, comme on disait au tout début, de la Belgique, de la Suisse. On a eu beaucoup de Belges, beaucoup de Suisses. Et puis derrière ça, on a beaucoup de gens du milieu médical. Beaucoup. On a des ostéopathes, on en a formé peut-être une vingtaine, peut-être même voire plus. On a eu des kinés des équipes de France, hein, de l'INSEP, qui sont venus faire nos formations. On a eu des médecins même. On a même eu, souviens-toi, Franck, un médecin qui est venu parce il voulait savoir ce qu'était ce métier-là, finalement. Donc ça, c'est magnifique. On a eu des urgentistes, des pompiers. On a beaucoup de gens du milieu médical qui viennent faire cette formation parce qu'ils ont aussi besoin de comprendre et peut-être d'avoir le petit plus. On a aussi fait une grosse formation au RAID aussi. Au RAID, ça a été quelque chose d'énorme. Hein, des opérateurs qui ont besoin aussi de se former pour peut-être avoir l'utilité lors de leur action. Donc voilà. Et pour finir là-dessus, on a eu aussi, et ça c'est important de le dire, des grands champions français quand même, hein, des champions du monde. On a eu 4 ou 5 champions du monde. Hein, c'est ça, Lorcy, Julien Lorcy, Christophe Thiozo, Chérifi ou Bali, complète, parce que Laurent a coupé, ouais. Non, il y a eu énormément de champions alors, du monde et puis même d'autres champions de France, d'Europe. Enfin, il y a vraiment aussi certains combattants qui veulent se reconvertir là-dedans, en tout cas que ça intéresse. Donc le public, il est vraiment varié. Ouais, c'est vraiment intéressant, effectivement. Ça s'ouvre à tout le monde. Et je pense très varié. Curiosité aussi chez les pratiquants et les non-pratiquants, quoi. Les gens l'attendaient, cette formation. Ils l'attendaient depuis tellement de temps. Ils avaient envie de se former. Et on parle des gens qui ont la volonté, une sincérité. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme les anciens, et ça, il faut dire la vérité. Et moi, je le dis des fois. Alors, je ne suis pas là pour faire des coups de gueule, mais à un moment donné, il faut arrêter de dire, moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je suis entraîneur, je n'ai pas besoin d'apprendre. Je sais faire un bandage, et je sais faire ci, et je sais faire ça. Non, on est dans l'apprentissage toute sa vie. Toute sa vie, il faut apprendre. Donc, moi, Laurent, ça va couper. Vous m'entendez? Ouais, je disais doucement, ça va couper. Je ne pas trop, ça va couper. Qu'on ait 20 ans de métier, qu'on ait 30 ans de métier, peu importe, on s'en fout. Il faut se former, il faut retravailler ses bases. Et ça, c'est important. Et ça, je le dis à tous ces anciens qui pensent qu'ils savent tout. Vous ne savez rien, comme moi, je ne sais rien non plus aujourd'hui. J'ai 54 ans et j'en sais pas plus que quand j'avais… voilà. Alors, il y a l'expérience, bien sûr, je dis ça comme ça, mais il y a toujours à apprendre. Est-ce qu'on peut vivre du métier de cutman? Est-ce qu'on peut vivre moi, je voulais rajouter quelque chose juste avant sur justement un peu l'ouverture de ça. C'est que faut remettre les choses en contexte. Avant 2020, donc il n'y avait pas de MMA en France, un petit peu de pancrace, mais il n'y avait pas ces obligations d'avoir des cutman dans les événements. Et pour participer, pour intégrer un coin, pour rentrer dans le ring soigné, il fallait ton diplôme de coach. Un diplôme de coach, on sait que, alors ça dépend des fédés, mais sur l'anglaise, c'était 2 ans. D'accord? C'était 2 ans avant de pouvoir officiellement rentrer dans le ring soigné. Tu vois? Aujourd'hui, avec cette formation, les conventions, etc., on peut justement former des cutman, des cutwoman. Alors, effectivement, comme Laurent l'a dit, ils continuent leur apprentissage, mais en tout cas, ils sont là, ils sont opérationnels et ils sont prêts à intervenir pour la santé des combattants. Il y a combien d'organisations de MMA qui nous appellent parce qu'ils cherchent du monde? D'accord. Tu vois, imagine qu'il n'y aurait pas eu cette formation. Comment ils auraient fait pour justement avoir leur staff de cutman? Et c'est pareil en anglaise. Aujourd'hui, en anglaise, tu as des néo-pros. On sait que c'est compliqué la situation, on en parlait tout à l'heure, la situation économique en anglaise, elle est compliquée. On sait très bien que les bourses, elles sont compliquées. Donc, t'as pas de bourse, t'as pas de cutman. T'as pas de cutman, on va dire que les coachs qui aiment pas les bandages, donc t'as des vieux bandages pourris. Donc, en fait, t'as pas d'argent. En plus, t'as les mains, du coup, tu peux te blesser aux mains et en plus, t'es pas soigné. Alors que là, aujourd'hui, les néo-pros, ils peuvent avoir, certes, peut-être des néo-cutman, mais en tout cas, quelqu'un qui est là pour eux. Il y a un plus avec eux, tu vois. Et franchement, ça se constate. Tu vois, dans les galas, c'est de mieux en mieux organisé, les coins sont de mieux en mieux organisés, les bandages sont de meilleure qualité, et voilà. Et le mec, c'est pas parce que c'est un néo-pro qu'il a pas le droit de pas avoir les mains protégées, de pas avoir quelqu'un pour lui, tu vois. Donc cette formation, elle était vraiment essentielle, elle était concrète, et en fait, sinon, ça avançait pas.
ça avançait pas, tu vois. C'est du gagnant-gagnant, effectivement, quoi. Gagnant pour le combattant et gagnant pour les organisations. C'est exactement ça, tu vois. Et c'était quoi, du coup, parce que je t'ai interrompu Non, pas de souci. Je me disais, une formation, si quelqu'un qui veut se reconvertir ou un jeune qui veut vraiment faire est-ce qu'on pouvait vivre? sa passion, est-ce que tu peux vivre de ça aujourd'hui en faisant, je sais pas, 3-4 événements par mois ou des choses comme ça? Alors, ça va être compliqué d'en vivre. Si tu en fais tous les week-ends, ça va être un très bon complément de revenus. Maintenant, ça va être clairement compliqué d'en vivre parce qu'on sait que tu vas pas avoir 4 week-ends localisés vraiment autour de chez toi. Il y en a un peu partout en France. Il y a du monde forcément aussi sur le marché. Ça reste un complément de revenus actuellement. Pourquoi aussi? Parce que les bourses sont pas élevées. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu fais un championnat même du monde en France et tu le fais aux États-Unis, il manque un zéro. Donc, de facto, non, mais l'argent, ça reste le nerf de la guerre. Je sais qu'on n'aime pas trop en parler. Nous, on en parle librement dans nos formations parce qu'on nous demande les tarifs, etc. Nous, on a fait cette formation pour lever tous les tabous. Malheureusement, après, on ne change pas la réalité économique des choses. Donc, pour vivre de ce métier-là en France aujourd'hui, ça reste compliqué. Heureusement, le MMA permet à beaucoup de monde de travailler assez souvent. Il y a de plus en plus d'organisations, de plus en plus de personnes qui arrivent à se faire un petit complément de revenus. Après, effectivement, c'est compliqué de ne vivre que de ça. Mais en tout cas, Laurent, lui, vit de la boxe depuis plus de 20 ans. Moi, je ne vis aussi exclusivement que du métier de la boxe, d'accord, sous différentes entreprises, mais en tout cas, on est à 100% dans le milieu de la boxe. Et ça, c'est déjà quelque chose de rare, puisqu'on est vraiment les 2 cutman officiellement à vivre que du métier de la boxe. Donc, et c'est pas évident tous les jours, on va pas se le cacher non plus. Donc le cachet d'un cutman débutant sur un événement de MMA en France, ça tourne autour de combien pour avoir un ordre d'idée? En ce moment, c'est 150 € la moyenne. D'accord. Entre 150 et 200, des fois ça va jusqu'à 300. 150, 200, ça dépend des orgas. Ok. Mais bon, tout ça, des fois, il faut comprendre le trajet, le transport, des fois le matériel, etc., le nombre de bandages que tu fais. Donc, bon, il va falloir vraiment en faire, tu vois, tu rentres pas non plus, tu gagnes pas 300 € net. En plus, on ne l'a pas abordé, nous, on les pousse à avoir ce statut d'auto-entrepreneur. Comme on le poussait déjà avant que ce soit mis en place et que ce soit demandé pour les boxeurs de l'avoir, pour déclarer leurs revenus. Parce que faut arrêter avec les choses obscures. Alors oui, ça fait jamais plaisir de payer des impôts, de payer de l'URSSAF. C'est pas avec gaieté de cœur qu'on le fait. On est tous d'accord, on est tous logés à la même enseigne. Derrière, ça t'ouvre aussi un peu de droit. Tu vois, on va pas remonter très loin, mais en période de Covid, ça t'aurait permis peut-être d'avoir certains droits, certains revenus pendant le Covid, du coup. Donc, il y a aussi des atouts à déclarer les revenus. Et puis, c'est surtout que c'est carré. Tu peux faire tes devis. T'es un vrai prestataire, quoi, officiel. Je veux dire, alors après, voilà, certains peuvent ne pas les déclarer, il n'y a pas de souci là-dessus, on va pas faire de langue de bois. Mais en tout cas, on les pousse à ça, tu vois, à faire le truc vraiment de manière officielle et sérieuse. Et après, chacun est libre de travailler comme il l'entend. Moi, j'aimerais rajouter quand même quelque chose sur ça, parce que on peut vivre de notre passion quand on est déterminé, tout simplement. Mais et même si on est déterminé pour en vivre, c'est beaucoup de sacrifices. Et ça, je tiens à le préciser à tous les gens qui sortent de notre formation et tous les autres d'ailleurs. C'est des sacrifices que maintenant les gens ne savent pas faire, ne savent plus faire. Moi, je suis d'une génération où on était des apprentis quand on commençait quelque chose. Apprentis, soit bénévoles ou soit payés à coups de lance-pierre. D'accord ? Et c'est un exemple personnel. Moi, je sais que mon premier métier, je faisais 18 heures par jour. Et j'étais payé en francs à l'époque, une misère. Mais j'étais motivé, j'étais déterminé. Aujourd'hui, on a besoin de ça. On a besoin de gens qui sont aussi déterminés. OK, effectivement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et il faut gagner de l'argent quand on fait quelque chose. Ça, c'est une évidence. Le bénévolat, c'est fini. Mais en même temps, il faut aussi vouloir apprendre avant de vouloir gagner des mille et des cents. Et peut-être que en apprenant et en prenant son mal en patience, on y arrive au bout d'un moment. Moi, j'y suis arrivé. Et j'y suis arrivé, ça fait, comme Franck le disait, ça fait plus de 20 ans que je vis de la boxe. Et j'arrête pas de le dire, je vis de la boxe. C'est ce qui remplit mon frigo, qui paye mon loyer, qui, habille mes enfants. Et parce que j'ai fait aussi des sacrifices. Alors, je dis pas que tout le monde réussira, mais en tout cas, quand on se donne la peine, il y a toujours un résultat positif. Et ça, c'est important de le savoir, ça. Voilà. Les sports de combat ne sont pas des métiers faciles. Même les entraîneurs eux-mêmes ne gagnent pas forcément leur vie. Et pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure,
combien d'événements il faut faire. Même si tu en fais 5 par mois, des fois, c'est compliqué parce que ça dépend de avec qui tu travailles. Si tu es dans le très haut niveau et que tu as des boxeurs qui ont le niveau mondial, tu peux peut-être en vivre parce que tu en as plusieurs et parce qu'il y a des gros combats et parce que la bourse ne sera pas la même, effectivement. Mais l'un dans l'autre, avant de pouvoir arriver à ça, il faut manger son pain noir, comme on dit. Je crois c'est ça. Voilà. Moi, j'encourage à donnez-vous à fond, soyez certes passionnés, mais l'argent viendra avec le temps, avec l'expérience. C'est important de le savoir. Top. Message bien reçu. Formation Cutman Nationaux, FCN sur Instagram. C'est ça. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, merci à toi. Merci à toi pour l'invitation. On pourrait en parler des heures, je pense. Ouais, il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que les formations, elles sont de 16 heures plus, tu vois, parce qu'on nous pose énormément de questions après. Comme on est sur place, forcément, on en profite. Mais non, merci à toi. Merci pour justement aussi la mise en avant des sports de combat, puisque tous les médias aujourd'hui font aussi leur boulot pour mettre en avant le sport et forcément, ça participe aussi à développer tout ça. Donc, merci pour le travail. Merci pour l'invitation. Merci de nous donner la parole. Et puis voilà, on vous retrouvera avec plaisir lors des formations, toutes celles et ceux qui veulent venir ce week-end à Lorient et le week-end suivant sur Aubervilliers. Sur Aubervilliers, 7-8 octobre. Il y a de la place encore pour s'inscrire? Ouais. Alors là, pour Lorient, ça va être compliqué puisque ça arrive. On va clôturer, mais pour Aubervilliers, c'est encore possible directement les inscriptions sur le site. Par contre, pour Lorient, il y a encore, en fait, en général, on essaye de. Là, elle est déjà bien remplie, celle de Lorient. Mais s'il y a des gens, des fois, qui n'ont pas la possibilité tout de suite de pouvoir s'inscrire parce que c'est compliqué ou parce qu'ils cherchent un financement, si 2 jours avant, vous avez la possibilité de vous inscrire, envoyez-nous un mail, il n'y a pas de souci, on ne ferme pas la porte aux gens. On sait que des fois, c'est compliqué. Et des formations, on n'en fait pas tous les mois. Oui. Surtout en province, ouais. En province, on n'y va pas tout le temps. Donc, c'est quoi le rythme justement des formations? On essaye d'en faire une par mois, une tous les 2 mois. Ça dépend des secteurs. Là, le secteur Bretagne, on n'y est jamais allé pour l'instant. Notamment, et c'est une grande première, on le fait sous l'égide du SKO, du club de pied-point là-bas à Lorient, et qui est du coup sous l'égide de la FFKMDA. Donc ça aussi, c'est à souligner, parce qu'aujourd'hui, on travaille sur la FF Box et la FMMAF. Là, aujourd'hui, on sait que sous la FFKMDA, il y a aussi des formations à faire. Et c'est en collaboration avec la Ligue de Bretagne de la FFKMDA que cette formation aura lieu. Donc, ça vient vraiment demander par tout le monde. Il y a un besoin dans toutes les disciplines. Il y a un besoin dans toutes les disciplines et on est content de pouvoir y répondre. Et voilà, et on se donne à fond. Et comme Laurent le disait, on ferme pas la porte si jamais il y a des personnes qui veulent s'inscrire au dernier moment parce qu'on essaye d'être ouvert, d'être humain aussi. C'est ce qui fait le charme de cette formation. C'est pas une formation très stricte où on vient, vous apprenez et voilà, non, c'est un échange aussi. On sent de toute façon la passion dans votre discours, donc ça fait plaisir à entendre. Moi, j'aimerais aussi te remercier, vous remercier de nous avoir pris en considération et de nous avoir contactés justement pour qu'on puisse faire ce petit entretien ensemble. C'est toujours plaisant parce que on oublie souvent les gens, des fois comme ça. Il y a des médias qui sont là, mais ils vont plus s'attacher. Quand on aime les sports de combat, quand on est passionné, il faut s'attacher à toutes les caractéristiques de ce discipline. Il y a les cutman, il y a les kinés, il y a les entraîneurs, il y a les combattants, certes. Et ça, c'est important parce que sans les combattants, on ne fait rien. Et sans nous, les combattants ne font rien non plus. Ça, il faut le dire. En France, on a un problème avec ça. On ne met pas les gens en avant. Mettez les gens en avant. Quand on est une team, une équipe, on travaille pour le bien-être de tout le monde et pour la réussite du combattant avec qui on travaille. Et merci la bagarre, vraiment du fond du cœur d'avoir pensé à nous et de nous avoir mis en lumière parce que c'est superbe. Et en espérant qu'il y aura une prochaine fois. Avec plaisir. En studio. Studio. Comme ça, on aura Laurent en intégralité. Sans coupure. C'est ce qu'on dit pour conclure là-dessus, effectivement, sport individuel, mais travail d'équipe. Exactement. Tout à fait. Merci beaucoup, messieurs.
Formation Cutman nationaux, n'oubliez pas, allez les suivre sur Instagram, c'est FNC Formation. Et à très bientôt pour d'autres interviews à la bagarre. N'hésitez pas à nous suivre. Ciao messieurs et bonne fin de journée. Ciao, Merci. ciao. Salut. Ciao, ciao.